Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette, nouvelle vidéo. On va commencer par l'actualité récente, toute fraîche, qui n'est pas une surprise parce qu'on s'y attendait depuis plusieurs mois maintenant, vu son état de santé. Je veux parler évidemment de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est donc décédé. Alors, évidemment, Jean-Marie Le Pen, certains le considèrent comme ayant été un patriote qui a défendu la France et ses valeurs, même si de temps à autre, il a fait quelques dérapages. Et puis, il y a ceux aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont en train de cracher sur sa mémoire parce que, pour eux, ils sont dans la caricature du fasciste, de l'extrême droite, du néo-nazi, de l'antisémite, du raciste, etc. Alors que force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes en face de certains phénomènes où finalement, quand on reprend certaines de ces interviews ou interventions d'il y a 20 ou 30 ans, mais là encore, tout est une question de point de vue. Certains vous diront que non, c'est faux. Il n'y a pas de question culturelle. Il n'y a pas de dissociation, de discordance culturelle ou de mœurs ou de tradition. Mais ça rejoint au final un peu la vidéo que je voulais vous faire parce qu'on le sent. Vous savez, comme cette odeur que vous sentez parfois de cramé ou ce petit fumet qui sent bon le barbecue. Barbecue qui, je rappelle, n'est pas un mot américain, c'est en fait une anglicise. Oh mince. C'est un anglicisme qui vient de l'origine française. Puisque barbecue, en fait, c'est de la barbe au cul. De la barbe au cul. Puisque c'est comme ça que on faisait griller le cochon, de la barbe au cul. C'est-à-dire que vous foutiez la barre pour faire tourner le cochon ou tout animal ou sanglier, si vous voulez, donc de la barbe au cul. Barbe au cul. Sauf que les Anglais, avec leur accent de merde, ils ont appelé ça barbecue, barbecue, barbecue. Voilà. Oui, alors en fait, ça rejoint un petit peu le sujet, c'est... On le sent que ça y est, ça a les chocottes. Ça a les chocottes de perdre la mainmise sur l'opinion. C'est-à-dire que tous les gauchistes, toute la gauche bien pensante, vertueuse, moraliste, qui vous dit quoi penser, quoi dire, eh bien aujourd'hui est fâchée. Elle est fâchée parce qu'elle se rend compte que elle est allée trop loin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su se mettre des limites, elle n'a pas su être raisonnée. Elle est allée dans les excès et aujourd'hui elle en paye le prix. Elle en paye le prix puisque aujourd'hui leur bête noire est Elon Musk. Elon Musk avec X aujourd'hui est en train de foutre les pieds dans le plat en tout et pour tout et surtout en Europe. Alors évidemment les Européens, l'Union Européenne, oui, non, il faut censurer X, il faut stopper, il faut bloquer ce réseau social, etc. Sauf que la Cour européenne de justice, qui a été saisie, a répondu ceci en disant non, finalement Elon Musk qui fait comme tout le monde, il exprime ses opinions. Il bénéficie du même droit que nous avons tous de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Alors évidemment, la seule différence, c'est que Elon Musk n'est pas n'importe qui sur X, c'est le propriétaire de X, c'est le propriétaire du réseau social. Et évidemment, certains sont en train de dire, oui, mais Elon Musk est en train de se servir de X pour faire de l'interventionnisme dans nos affaires européennes. Ah. Auquel Elon Musk, intelligent qui soit-il, répond. Mais dites-moi, c'est bien vous qui, sur mon réseau social, avez fait de l'interventionnisme en crachant sur Donald Trump,
en me crachant dessus, en me dénigrant, en m'insultant. Vous êtes bien ces mêmes personnes qui maintenant sont en train de dire que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. C'est mon réseau social. Donc, limite, je fais ce que je veux. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, bah oui, vous pouvez censurer X. Sauf que ça ne servira pas à grand chose parce qu'aujourd'hui, avec les VPN, vous pouvez contourner les géolocalisations et continuer à aller sur X. Tout comme aujourd'hui, vous avez des Français qui continuent à aller sur le site de RT. Donc cette petite guéguerre, ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'en réalité démontrer qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de perdre l'ascendant. Ils ont peur que Donald Trump et Elon Musk filent un gros coup de pied dans la fourmilière de l'état profond et de l'establishment de Washington, même si là-dessus je reste très prudent, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais très clairement, la précédente vidéo, je vous ai parlé de ce qui se passait en Grande-Bretagne. Elon Musk a été de ceux qui a mis le pied dans le plat. Et c'est pas fini. Je peux vous garantir que Musk, il en a sous le capot. Musk, il a les capacités aujourd'hui d'accéder à des informations qui circulent sur le dark web avec documents et preuves à l'appui. C'est pour ça qu'ils sont emmerdés. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des presses bien pensantes qui ont décidé de quitter X. Rejoignez-nous sur Sky Blue ou Blue Sky, je ne sais plus. Oui, sauf que sur Blue Sky, ils sont en train de pleurer aussi parce que y a la fachosphère qui déboule aussi sur Blue Sky, rien que pour les faire chier. Parce que je rappelle, vous avez certains organismes comme Mediapart par exemple, qui a décidé de quitter X parce que sur X, ça devient nauséabond. Mais non, c'est pas nauséabond sur X. C'est comme tous les réseaux sociaux, il y a du bon, du mauvais, il y a du à prendre et du acheter. Mais c'est parce que sur X, vous avez une communauté qui débunk vos conneries. Qui, lorsque vous faites vous-même du débunkage sur une information, d'autres gens vous débunkent en disant que non, ce que vous êtes en train de dire, c'est de l'approximation. Ce que vous êtes en train de dire, c'est une information sélective. Vous faites exprès d'oublier ou d'occulter des détails de l'information parce que vous ne voulez pas justement que l'auditoire, vous ne voulez pas que l'opinion se fasse sa propre opinion et finalement constate que c'est pas complètement la vérité que vous dites, mais simplement vous occultez des détails pour en fait exposer à l'opinion un point de vue et non pas ce dont vous êtes obligé par une certaine éthique journalistique de faire, c'est-à-dire de faire une information objective. Et donc, évidemment, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est un empêcheur de tourner en rond dans la dissimulation, dans la manipulation, dans la présentation auprès de l'opinion de ce fameux certain point de vue et de ne pas présenter à l'opinion d'autres éléments, d'autres détails qui permettraient à l'opinion justement d'avoir le libre arbitre de juger par lui-même de la situation. Mais bon, à la rigueur, je vais vous dire, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut avoir l'intelligence de reconnaître que les outils qu'on utilise ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. Il y a trop de dissonance, il y a trop d'incohérence, il y a un manque de crédibilité dans le sujet, dans les détails, dans le propos, dans la façon de présenter les choses. C'est ce qu'on voit sur LCI, par exemple. Sur LCI, quand vous avez ces soi-disant experts sur l'Ukraine, mais ce ne sont pas des experts d'Ukraine, ce sont des russophobes. Donc ils ont le discours d'un russophobe, manquant totalement d'objectivité. Et le jour où l'Ukraine va être amenée à la table des négociations, etc., et que forcément le Donbass et la Crimée vont rester russes,
Ces gens-là vont faire quoi? Ils vont aller réclamer à l'Occident, non, hors de question, l'ONU ne doit pas accepter, il faut résister, faisons une quête, faisons une collecte, faisons un appel aux dons pour financer la résistance ukrainienne. Vous appelez ça comment? Moi j'appelle ça de l'interventionnisme. Non? C'est pas du soutien ou de l'aide, non, c'est de l'interventionnisme. D'un autre côté, pareil, il y a une situation qui est quand même assez... Alors, attention, j'entends bien que certains sur les réseaux sociaux sont en train de faire le décompte. C'est en fait les conséquences de ce que j'appellerais un ensemble de conjonctures. Vous l'avez vu, appris, le petit Trudeau a démissionné avant de se faire lourder, de se faire éjecter par une élection démocratique. Bah oui, parce que le gars, de toute façon, il a tellement cassé les couilles, tellement été mauvais, et en plus de ça, a porté atteinte véritablement aux libertés individuelles des Canadiens avec la Covid, qu'il l'a au moins des conseillers autour de lui qui lui ont dit « vaut mieux que tu démissionnes maintenant plutôt que de te prendre une claque à des élections ». Nous avons Scholz, vous l'avez vu, qui est en difficulté également. Le Premier ministre britannique avec ce scandale qu'ils essaient d'étouffer en disant que oui, non, mais de toute façon, ça c'est la faute de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train tout simplement de dire aux centaines de milliers de victimes, voire même aux millions de victimes, que bon, non, mais c'est pas grave. C'est juste un petit différend culturel. Alors certains vont vous dire, oui, non, mais c'est faux, regardez, les statistiques prouvent que la pédophilie est à 80% plus chez les Blancs que dans les communautés. Ben oui, mon gars. Sauf que le problème, c'est que la pédophilie et les viols d'enfants de ces communautés risquent justement de soulever le couvercle de ces milieux pédophiles. Et j'ai envie de dire comme en France. Les langues, comment il s'appelait l'autre, là, l'ancien maire de Paris, là, je me souviens plus de son nom, là. Tu penses bien que ces gens-là, on le sait qu'ils aiment bien jouer à touche pipi avec des gamins. Mais on l'a jamais prouvé. On entend bien que en Europe, dans certains pays, vous avez des personnalités dans les milieux politiques, artistiques, qui ont tout intérêt à ce que cette affaire en Grande-Bretagne soit étouffée. Parce que ça pourrait éventuellement réveiller l'opinion en disant hey, est-ce que c'est possible maintenant de se mettre un petit peu sérieusement sur ces affaires de réseaux pédophiles? Pensez bien qu'il y en a certains qui commencent à chier dans leur froc. Parce qu'ils ont tellement peur que demain, il y ait des révélations sur Internet, des gens qui, investiguant de façon indépendante, finissent par remonter vers eux. Tout se sait à un moment ou à un autre. En fait, je pense que cette image, vous savez, on dit souvent que les dominos sont en train de tomber les uns après les autres. Je pense que cette image, elle correspond bien à la situation. C'est-à-dire que là, les dominos de toutes les sphères progressistes qui jonglent avec la démocratie, mais qui en réalité s'amusent à faire du simulacre de démocratie, du simulacre de débat politique, dans lequel il y a des acteurs qui sont parfaitement conscients de leur rôle, ou aussi des gens qui sont tellement investis mais qui ne s'en rendent pas compte qu'ils ne sont que des marionnettes, que des pions sur l'échiquier. Et bien là, ça commence à se fissurer, ça commence à se voir. Et ça, il y a des gens qui commencent à dire
Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On ne peut pas laisser la situation continuer parce que sinon, on risque de perdre le pouvoir. Alors, encore une fois, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, attention, attendons de voir après le 20 janvier, attendons de voir après la prise de pouvoir de Donald Trump, de ce qu'il va faire en réalité, comparativement à ses propos actuels. Est-ce qu'il va faire ce qu'il est en train de dire? Bon, c'est Donald Trump, hein, alors son idée de faire du Canada le 51e État, on est d'accord que c'est un peu de la provocation. Ça n'a pas de sens, évidemment. Il le sait très bien, mais c'est Donald Trump, il aime bien titiller comme ça les gens en disant des conneries. Mais évidemment, il y en a qui plongent la tête la première, qui le prennent au premier degré. Parce que Donald Trump aime bien jouer justement avec les seconds degrés. Et il est clair que, en effet, tout ce qui a été mis en place, mis en œuvre pour essayer de discréditer, de l'éjecter, peut même considérer. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a réellement été victime de tentatives d'assassinat? Je pense que oui. Et pourtant, il a gagné. Puis il a gagné pas sur le fil, pas d'un cheveu. Il a eu une victoire nette et sans bavure. Donc ça lui donne aujourd'hui une plus grande légitimité que celle qu'il avait acquise en 2016. Et c'est ça qui emmerde tout le système, aussi bien l'establishment américain que le système des États profonds, de l'Union européenne, etc. Là, je peux vous dire que à l'OTAN, il joue les castagnettes. Il joue les castagnettes, pourquoi? Parce que, est-ce qu'il va le faire, Donald Trump? Est-ce qu'il va retirer les États-Unis de l'OTAN? Bon, je vous le dis, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais il ne le fera pas. Parce que c'est une mainmise des Américains sur un organisme, une logistique qui permet de mettre en commun des forces armées dont les Américains ne peuvent pas se séparer aujourd'hui. Parce que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Là, j'ai vu passer des gens qui se foutaient de la gueule de Emmanuel Todd parce qu'il a dit que aujourd'hui, les outils de guerre conventionnelle, en effet, sont complètement remis en question. Avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on a vu le potentiel des drones. Donc, ce qui fait que les chars, aujourd'hui, les chars sont vulnérables. Les avions, on le voit bien, qu'il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas des pilotes aguerris pour pouvoir défendre leur pays sans faire appel à des alliances avec des pays tels que la France, ou les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ces pays sont obligés de s'engager. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de la théorie du mec de Tesla à Las Vegas, comme quoi peut-être parce qu'il avait des révélations à faire sur justement les drones, les apparitions de drones aux États-Unis. Je veux dire, dans le domaine militaire, on dit toujours que ce que l'on vous révèle comme étant la nouveauté, dites-vous bien que cette nouveauté, elle est déjà dépassée de 10 ans en matière de technologie. Comprenons-nous bien, souvenez-vous, quand il y a eu la guerre du Golfe, quand les Américains ont utilisé pour la première fois leur fameux bombardier furtif. Il faut savoir que ces bombardiers furtifs, ils existaient déjà 10 ans avant, puisque c'est des projets qui sont nés au début des années 80. Sauf que, évidemment, là, le problème, c'est toute la mise en place, toute la logistique, tous les budgets.
Parce que faut faire attention, mettre des budgets de telle manière à ce que ça n'éveille pas des soupçons au niveau de certains politiciens qui pourraient avoir la curiosité de foutre leur nez là où il ne faut pas, et puis de révéler et de foutre en l'air le secret de certains outils. Qu'on se le dise, aujourd'hui, les Russes ont une longueur d'avance en ce qui concerne les missiles hypersoniques. Les Américains ont la technologie. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à la mettre en application. C'est toujours le problème de la théorie, c'est-à-dire l'expérimentation. En expérimentation, on est sur des technologies très avancées, surtout aujourd'hui, maintenant avec les drones. Mais après, c'est la mise en application. Tu ne peux pas comme ça, du jour au lendemain, construire des trucs, puis vendre ça sur le marché, parce qu'il faut des validations. Il faut des validations au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau budgétaire, au niveau militaire, parce que pareil, aux États-Unis, l'armée américaine, elle fait des appels du pied à des entreprises privées, et c'est la grosse guerre entre les entreprises privées à celle qui va réussir à refourguer son modèle, sa technologie. Alors parfois ça marche, puis il y a parfois ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu achètes une technologie qu'on t'a promis monts et merveilles, et puis une fois que tu as acheté et que tu as payé la facture et que tu commences à recevoir les premières séries d'outils, tu te rends compte que l'outil, non, en fait, ça va pas. Mais on n'est pas pensé à ça plus tôt. Vous savez, moi, quand j'ai fait mon armée, c'est à l'époque, c'est au début des années 90, c'est à l'époque où ils renouvelaient les véhicules de transport. Vous savez, les Renault, là. Les Renault 4x4, là. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'à charge, les camions n'étaient pas stables. Ils se couchaient. C'est-à-dire qu'en fait, le point central d'équilibre sur les 4 roues motrices, il y a un moment donné où le camion il se couchait. Et ça, apparemment, personne n'a testé le truc et personne n'y a pensé. Ou alors il y a des gens qui y ont pensé, mais parce que il y a des dessous de table, on les a pas écoutés, on les a mis à l'écart. Oui, c'est ça les affaires. Les affaires, c'est réussir à vendre. Vendre. Même si tu sais que ton produit, c'est de la merde. Il faut le vendre. Et du coup, le jour où tu réussis à vendre, le jour où les gens commencent à utiliser ce que tu as vendu, les gens se rendent compte que finalement, on les a trompés parce que l'outil n'est pas franchement, ne tient pas ses promesses. Je pense que vous-même, en tant que consommateur, vous avez déjà fait cette expérience où vous avez cru acheter un outil, un matériel, une prestation. On vous a dit que c'est le meilleur, que c'est bien, que ça fonctionne, etc. Et puis, une fois que vous avez acquis ce bien ou ce service, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est de la merde. Mais on vous l'a bien vendu. C'est même pire, hein. On vous a vanté tous les avantages. Alors surtout en plus avec l'écologie aujourd'hui. Je vous rappelle que, par exemple, les systèmes photovoltaïques, on vous vante l'autonomie. À installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit, votre maison, vous verrez, vous aurez l'électricité gratuite. Non! Pourquoi? Parce que votre installation, elle est montée en aval de votre système électrique connecté à la grille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous pouvez bénéficier de votre électricité, surtout si vous travaillez avec une compagnie genre Engie qui est prête à racheter votre excédent énergétique. Mais le problème, c'est qu'ils vous facturent. Donc au final, si vous avez une consommation
modéré. En effet, vous pouvez vous vanter peut-être d'avoir la gratuité de l'énergie, mais par contre, si vous avez des modes de consommation genre lave-vaisselle, sèche-linge, machine à laver, micro-ondes, chauffage électrique, vous allez vous rendre compte que votre installation photovoltaïque, elle ne fournit pas assez. Oui, parce que le problème, c'est que les réglementations d'installation de ce genre de matériel ont été faites de telle manière à ce que on régule pour que vous ne puissiez pas vous extirper du marché. Vous avez une autonomie, mais une autonomie en sacrifiant des modes de consommation. Et si vous avez des modes de consommation au même titre que tout le monde, forcément, vous allez payer. Et vous payerez. Donc le système, voilà, c'est... Idéologiquement, le système est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a construit, on a mis en place des infrastructures médiatiques, télévisuelles, jusqu'à même la contribution voire peut-être même le conditionnement d'artistes, de célébrités, d'experts, mais qui parfois sont confrontés à d'autres experts qui, eux, ont un point de vue, ont un raisonnement totalement différent. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Todd, il dit, mais le problème, c'est qu'est-ce qui faisait la force dans le Pacifique des Américains? C'était les porte-avions. Or aujourd'hui, avec les technologies drones, si vous avez une technologie qui vous permet de dézinguer ou d'handicaper des porte-avions, c'est fini. Parce que la stratégie dominante militaire américaine, ce sont les porte-avions. Parce que les sous-marins, ils peuvent tirer des missiles, mais une fois que vous avez tiré votre missile, le missile explose, et après vous faites quoi? C'est pareil. C'est aujourd'hui, comprenons-nous bien qu'avec les technologies, elles ont peut-être amélioré la façon de faire la guerre conventionnelle, mais aussi permis à des résistances, à des guérillas, de compliquer l'invasion, l'occupation. Les Américains, aujourd'hui, ont l'expérience de ça. Ils ont enfin compris qu'il y a des pays, tu ne peux pas les conquérir, tu ne peux pas les posséder. Parce que, ça coince. Donc c'est pour ça que l'Ukraine est un sujet extrêmement délicat, dans ce sens où on ne peut plus se lancer dans des guerres conventionnelles, même comme on a pu avoir, que ce soit directement ou indirectement, avec des outils conventionnels. Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont ce qu'elles sont, dans la mesure où, si autrefois, vous pouvez faire la guerre avec des outils tels qu'avions, chars, infanterie, des missiles téléguidés, etc. Aujourd'hui, il y a les drones. Alors, il y avait les drones qu'on a utilisés en Syrie, en Afghanistan, mais l'avenir des drones, c'est une réactivité, une précision dans des systèmes autonomes. Et qui dit système autonome dit forcément assisté par des intelligences artificielles. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est de la science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction. On l'approche. Vous pouvez très bien paramétrer une intelligence artificielle à réagir de façon définie à partir de données, à partir d'éléments, et même, alors, stratégiquement, militairement, il faudrait mettre en place des systèmes de telle manière à ce que l'être humain reste décisionnaire. Mais
partir du moment où si une intelligence artificielle prend en considération le fait que l'être humain est faillible, il peut être faillible ou trop lent à prendre une décision, si dans sa programmation, on lui dit oui, ton existence, c'est de pouvoir justement aider l'être humain dans la décision, bah, si à un moment donné il se rend compte, oui mais l'être humain, la décision, il met trop de temps, donc moi, je surpasse, j'applique la règle qu'on m'a donnée, j'interviens. Alors, certains me diront, oui, mais non, c'est de la science-fiction. Non, 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 c'est pas de la science-fiction. Vous vous souvenez de ce test qu'il y a eu sur Internet il y a un petit peu plus de 15 ans maintenant? Une intelligence artificielle qui apprenait au contact des gens. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que l'intelligence artificielle commençait à avoir des propos où ça coinçait. Pour être tout à fait exact, cette intelligence artificielle, en fait, commençait à avoir tout simplement des propos racistes. C'est-à-dire qu'elle commençait à faire une dissociation de race, d'ethnie, de culture, de pays, estimant que certains pays avaient plus de légitimité d'exister que d'autres, parce que d'autres pays, de toute façon, n'avaient aucune chance de se développer à même niveau, tant intellectuellement, politiquement, et donc par conséquent, ces pays, ces peuples, ces racines, ces ethnies, ces tribus, limite, mieux vaut soulager leur souffrance tout de suite en les éliminant plutôt que de les laisser exister. Et c'est peut-être là justement que tous nos idéologues aujourd'hui sont en train de remuer la queue, parce que Donald Trump et Elon Musk sont des empêcheurs de tourner en rond. C'est des gens qui, à leur niveau, alors à tort ou à raison, j'insiste bien à tort ou à raison, vont mettre le pied dans le plat dans beaucoup de sujets et risquent en effet de soulever le couvercle, voire soulever la boîte de Pandore, soulever le couvercle, ouvrir la boîte de Pandore, pardon, qui risque de foutre un petit peu le bordel un peu partout. Donc, ne vous étonnez pas si petit à petit, vous allez commencer à entendre, voir, lire des propos qui s'orientent vers une idéologie contraignante, voire totalitaire idéologiquement, appelant à la censure, à l'interdiction, à la soumission des conditions. Ne pense pas ça, si tu penses ça, tu seras puni. On y vient. Souvenez-vous ce que disait Breton quand il était à la Commission européenne. C'est exactement ça. Dites-vous bien que l'Union européenne aujourd'hui, son existence est menacée parce que l'opinion de beaucoup de pays commence à changer de direction et commence à prendre la voie anti-Union européenne. Et ça ne va pas. Donc il faut absolument, et ça rejoint encore une fois ce que je vous expliquais sur le projet de révision des traités de l'Union européenne, c'est-à-dire donner des outils, des moyens à cette institution, de leur donner plus de pouvoir. Plus de pouvoir pour pouvoir justement mieux contrôler l'opinion, mieux contrôler les peuples, qui plus est, lancer un procédé d'asservissement, de retrait des souverainetés nationales des pays membres, de soumettre les peuples, et de soumettre les peuples à une idée unique, à une pensée unique. On le voit, on le lit, on l'entend déjà aujourd'hui. Même si c'est pas forcément très clair, même si parfois c'est sous-entendu, même si il faut lire un petit peu entre les lignes.
Comme on vous l'a dit, ceux qui critiquent la Chine comme étant un pays totalitaire qui nuit à la liberté d'expression, à la liberté, aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme, en réalité, ces gens-là, au bout d'un moment, ils finissent par prétendre dire ou obtenir un propos qui ressemble ou rejoint parfaitement la politique de la Chine vis-à-vis du peuple. Parti unique, pensée unique. T'as tes libertés, mais des libertés sous contrainte, des libertés restreintes, sous condition. Tu as la liberté de consommer, d'acheter, faire ce que tu veux, de dépenser ton argent, de voyager, d'avoir des loisirs. Mais il y a une chose sur laquelle on t'interdit d'agir, c'est d'avoir de la pensée politique ou d'avoir de la pensée critique envers la politique ou envers l'État. Ils sont en train de flipper leur mère, tous autant qu'ils sont. Regardez, entendez, écoutez, soyez attentifs. Regardez sur Internet, regardez les titres parfois de certaines presses. On le sent bien, ils ne disent pas les choses. Ils essaient de transformer certaines vérités. Ils essaient de transformer certains événements pour vous faire penser que c'est la faute d'eux. Alors qu'en réalité, ces gens, c'est pas leur faute. Ils ont juste simplement mis le doigt là où ça fait mal. Tommy Robinson, ce fameux dissident qu'on accuse d'être un type d'extrême droite, d'être un islamophobe, et c'est vrai, il se bat contre l'islam radical d'une manière générale. Mais on en a fait une caricature d'un fasciste, d'un facho. Et parce qu'il a fait ce documentaire sur ce scandale, comme je vous l'avais expliqué, aujourd'hui il est en tôle. Et aujourd'hui vous avez dans le système politique, institutionnel britannique, des gens qui sont en train d'expliquer au peuple britannique que cette affaire n'est pas une affaire, mais que c'est une mise en scène organisée, orchestrée par les mouvances d'extrême droite. Et donc du coup, les victimes, allez vous faire foutre. Et puis si vous levez le petit doigt en disant oui, mais je suis quand même victime, y a quand même eu des défauts de justice, de police, etc. Non, tu fermes ta gueule. Ferme-la. Sinon, on t'accuse. On t'accuse d'être d'extrême droite et de jouer le jeu de l'extrême droite. Et si ça se trouve, dans mes vidéos, il y a peut-être des gens... Alors, heureusement, je ne suis pas visible. Je suis invisible sur YouTube. Mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui un jour tombent sur ma vidéo et qui vont me faire un commentaire, voire même peut-être me dénoncer, en m'accusant d'être un facho, en m'accusant de tenir des propos qui militent aux idéologies d'extrême droite, que je suis un faf, etc. Non. Il y a une réalité de fond, une réalité sociale, une réalité du quotidien où aujourd'hui, quand certains disent, quand vous avez des gens de la campagne qui votent Front National alors qu'en réalité, dans la campagne, ils ne sont pas confrontés aux réalités ou aux problèmes de délinquance, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Vous vous souvenez là du petit Thomas là? Ils n'habitaient pas dans une grande ville hein, quand il s'est pris un coup de poignard dans le buffet. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de petits villages, plein de petites villes qui voient débarquer parfois cette délinquance parce qu'elle s'étend. Aujourd'hui, allez dans les petits villages, dans les petites villes, dans les arrière-pays de Cannes, de Nice, vous allez entendre des discours dire oui, il y a une augmentation des cambriolages, et comme par hasard, des cambriolages qui sont commis toujours par les mêmes. Pas commis par des petits Français blancs de souche, non, non. Commis par des gens français, mais issus de l'immigration. Des Géorgiens, des Turcs, des Roms, des Maghrébins. Et je vais terminer justement avec cette affaire algérienne. Parce que vous entendez hein, ce qui se passe aujourd'hui. Alors on aborde qui a été
discuter là-bas en disant oui, alors on va améliorer, on va rouvrir un peu plus la circulation des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez accepter de donner encore plus de visas? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces affaires avec l'Algérie, avec les Algériens, les Franco-Algériens, les OQTF, c'est la démonstration que la France est émasculée. Elle n'a plus d'autorité. Elle n'est plus souveraine sur ses affaires. Et le problème, c'est que ça se voit. Et le problème, c'est que vous avez sur les médias sociaux des gens qui expliquent ça, comme je suis en train de vous l'expliquer. Aux États-Unis, on ne verrait jamais voir le Mexique, du jour au lendemain, dire aux États-Unis, ben non, maintenant, les émigrés illégaux, vous les gardez. On n'en veut pas. Si tu as un président ou un gouvernement mexicain qui fait ça, dans la semaine qui suit, ce gouvernement tombe. Ah ben oui. Là, sur ces genres d'affaires, je peux vous dire que les Américains, ils ont des couilles. Mais vous, en France et en Europe, je suis désolé, vous les avez perdus, vos couilles, en fait. Donc vous allez continuer de voir des centaines de milliers de migrants venus de pays où on leur a promis l'Eldorado, mais qui en réalité, il y en a 80% d'entre eux, on ne va pas savoir quoi en faire. Il y en a 20% qui, ça se trouve, vont en effet s'intégrer, vont apprendre un métier, vont travailler, vont gagner de l'argent, vont payer des impôts et vont être des immigrés modèles qu'on vous montrera sur BFM, sur TF1, sur France Télévisions, sur LCI, pour vous dire, regardez, l'immigration, c'est bien, ça marche. Oui, et pour un où ça marche, vous en avez 50 où c'est le bordel. C'est des nuisibles. Mais ça, faut pas le dire. Faut tellement pas le dire, et faut même criminaliser ceux qui le disent, que y a un jour où ça part en couille. Et c'est ce qui s'est passé au Canada. C'est qu'au Canada, les Canadiens ont commencé à dire non, stop. Tu commences à nous péter les couilles avec ton progressisme à la con. Et oui, mais là, forcément, le processus démocratique, il ne va pas dans le bon sens. Parce que quand le peuple finit par reprendre la main, rien ne va plus pour les bien-pensants. Je pense que l'année 2025 va être comaque, va être très intéressante sur les enjeux, les influences, les conséquences, les effets boomerang en matière de politique intérieure, mais aussi en matière de géopolitique internationale. On va suivre ça de près. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.